Bienvenue à ce webinaire consacré au lien entre la santé et l'adaptation au changement climatique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce webinaire prend place dans le cadre des travaux de la conférence des parties, la COP Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été lancée en décembre 2023, dont l'objectif est de définir des actions concrètes de planification écologique pour notre région. Au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter tout d'abord quelques éléments de cadrage et des repères scientifiques sur le changement climatique et son impact sur la santé. Nous vous proposons ensuite un focus sur l'adaptation du système de santé lui-même au changement climatique. Et nous vous proposons également des témoignages d'acteurs déjà engagés dans des initiatives concrètes d'adaptation à ce changement climatique au prisme de la santé. Sans plus attendre, pour ouvrir ce webinaire, la parole est à Cécile Courrèges, directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à vous et bonjour à tous. Je vous remercie d'être tous présents pour aujourd'hui pour cette réunion de lancement des travaux de la COP régionale dédiée au volet santé de l'adaptation au changement climatique. Je soupçonne d'ailleurs l'équipe d'organisation d'avoir organisé une canicule pour bien montrer effectivement les enjeux associés à ce changement climatique et les liens avec la santé. Donc, comme vous le savez, avec la conférence des parties qui a été lancée en décembre 2023, elle a abouti à une première feuille de route de planification écologique régionale en 2024. Et le souhait a été de prolonger ces travaux. La préfète de région a souhaité que soient initiés des groupes de travail sectoriels sur un certain nombre de sujets. Et bien entendu, le sujet de la santé s'est imposé, puisque c'est effectivement un secteur qui est particulièrement touché par les enjeux de changement climatique. Alors, je ne vais pas venir longuement, ça vous le ferez dans la suite de vos propos, des propos et des échanges sur les impacts croissants des changements climatiques qui justifient l'urgence à agir et qui bouleversent déjà nos territoires, mais aussi nos établissements et la santé de nos concitoyens. En tous les cas, on voit bien avec des impacts, tout cela implique des impacts sanitaires qui sont multiples et croissants. Les épisodes de canicule, hein, on le voyait, vivons depuis un certain nombre de jours. L'émergence de maladies vectorielles. Nous avons par exemple dans la région cet été un premier cas autochtone de chikungunya qui vient d'être confirmé. La dégradation de la qualité de l'air, la dégradation de la qualité de l'eau, ou encore la multiplication des différents événements climatiques extrêmes. Bien sûr, ça a un impact sur la santé, l'augmentation des maladies chroniques, l'émergence de nouvelles pathologies, l'aggravation des inégalités de santé ou la sursollicitation de tous les services et établissements de santé. Donc, face à ces différents défis, notre système de santé est mis à rude épreuve avec l'afflux de patients à chaque fois lors des épisodes extrêmes, la pression sur les urgences, les hôpitaux, les risques aussi de rupture d'approvisionnement ou, de façon plus structurelle, la nécessité pour nos infrastructures de santé de s'adapter au changement climatique pour assurer la continuité des soins en toutes circonstances. Donc, l'urgence est à la fois d'intégrer pleinement ces enjeux dans nos politiques de santé publique et de renforcer la prévention sur les risques sanitaires liés à l'environnement. Alors, en fait, si on reprend le sujet, le système de santé, à la fois, il est victime, ce que je disais, il subit le changement climatique, mais il est aussi un acteur, il a un rôle à jouer pour lutter contre ce phénomène. D'abord parce que lui-même, il est producteur hein, dans ce domaine-là, donc il y a un enjeu d'atténuation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis il y a un enjeu d'adaptation pour renforcer la résiliation de notre système de santé face aux risques climatiques, former les professionnels de santé aussi aux nouvelles pathologies ou développer des plans de gestion de crise qui soient adaptés. Et c'est toutes les composantes du système de santé qui sont touchées, pas seulement les hôpitaux ou les services d'urgence qu'on voit de façon beaucoup plus visible les uns les autres, mais c'est tous les professionnels de santé, c'est le domaine des transports sanitaires, c'est le domaine du médicament, c'est le secteur des transports sanitaires, c'est le champ médico-social, bien évidemment. Donc, tout le champ de la santé est aujourd'hui concerné. Ce qui fait que l'ARS aussi, bien sûr, mobilisée pour accompagner ces transformations avec des actions qui sont déjà engagées. Vous allez avoir notamment des témoignages hein, sur la transition énergétique qu'on essaye d'accompagner dans les établissements de santé, aux établissements médico-sociaux. Mais c'est aussi toute l'action qu'on a en termes de prévention sur la santé environnement qui est incarné notamment à travers le plan régional santé-environnement, le PRSE, qui en est aujourd'hui à sa quatrième version. Toutefois, et on est tous conscients aujourd'hui, et c'est un peu un des enjeux de la matinée et de ce webinaire, qu'il faut aller plus loin et renforcer encore plus notre coopération pour mettre encore plus en synergie notre action. Ce webinaire, c'est une première étape, hein, un premier temps d'échange, de partage d'expérience
de co-construction, parce que l'enjeu pour nous tous est bien de bâtir des stratégies d'adaptation et d'intégrer pleinement les enjeux climatiques dans nos politiques de santé et dans le fonctionnement du système de santé. Donc, je vous remercie par avance pour votre engagement, par avance pour vos contributions et j'espère que cette matinée sera riche dans ces premiers échanges, ces premiers éléments de contribution. Et bon courage à tous avec la chaleur. Je passe la parole à Julien Lahaye, secrétaire général de la COP en région et qui pourra exprimer beaucoup mieux que moi les différents enjeux liés au changement climatique. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, pour ce propos introductif. Merci effectivement à toutes les équipes du Plan Régional Santé-Environnement et aux équipes de l'Agence Régionale de Santé pour leur mobilisation dans le cadre de l'organisation de ce webinaire. Nous nous retrouvons ce matin et nous vous remercions d'être très nombreuses et nombreux à vous être mobilisés dans le cadre effectivement du déploiement des travaux de la COP Adaptation 2025 avec un objectif de finaliser d'ici cette fin d'année une feuille de route régionale qui viendra compléter, on y reviendra, les travaux que nous avons déjà engagés l'année dernière. Dans cette partie introductive, nous allons rapidement vous rappeler les contenus du plan national d'adaptation au changement climatique qui a été annoncé au début du mois de mars dernier et nous allons mettre en perspective ces travaux avec la trajectoire d'adaptation au changement climatique qui est le document de référence d'ici 2100 pour prendre en compte les effets du changement climatique à l'échelle nationale et à l'échelle de notre région. Enfin, je donnerai la parole aux collègues de Météo France et aux collègues de l'Agence régionale de santé pour faire des zooms plus spécifiques sur les évolutions du climat à l'échelle régionale d'une part et sur les effets du changement climatique sur la santé d'autre part. Je vous propose dans une première partie, du coup, de faire un zoom sur le plan national d'adaptation au changement climatique, dont je vous rappelle qu'il a été annoncé par le Premier ministre et par la ministre en charge de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, le 10 mars dernier. Ce plan national d'adaptation au changement climatique, dont c'est la 3e édition cette année, permet de dessiner une trajectoire complète de prise en compte du changement climatique. Cette trajectoire, elle intègre à la fois les travaux que nous avons déjà engagés en matière d'atténuation des effets du changement climatique, la réduction des émissions de CO2. Je vous rappelle qu'il nous faut faire d'ici 2030, donc dans 1650 jours, c'est un objectif de très court terme, une réduction très significative de l'ordre de moins 55% de nos émissions de CO2 par rapport à 1990. La marche est très haute et nous avons déjà collectivement élaboré une feuille de route qui devrait nous permettre de tenir ces objectifs. Mais les leviers que nous devons activer concernent aussi le volet préservation. La préservation des ressources, la préservation de la biodiversité, la préservation des sols, la préservation de la ressource en eau, par exemple. Et sur ce point-là, le plan régional pour la biodiversité et toutes les actions que nous conduisons, notamment dans le cadre de la concertation engagée dans les conférences de l'eau, doit nous permettre de consolider la feuille de route de préservation de nos ressources à l'échelle régionale. Et enfin, je l'ai dit tout à l'heure, nous nous retrouvons cette année et ce matin plus précisément dans le cadre du chantier d'adaptation au changement climatique. Ces 3 leviers, atténuation, préservation et adaptation, doivent absolument être travaillés de manière systémique, de manière concomitante, car les 3 ont des actions les uns envers les autres et il est très important de conduire une action globale à l'échelle régionale et à l'échelle de vos territoires sur ces 3 volets. Si on fait maintenant un zoom sur le plan national d'adaptation au changement climatique, ce dernier vient compléter, comme je vous l'indiquais, la feuille de route sur laquelle nous avons travaillé au cours de l'année 2024. Vous êtes nombreux et je vous remercie à nouveau à vous être mobilisés pour l'élaboration de la feuille de route des volets atténuation et préservation qui a permis de traiter l'ensemble des thématiques qui sont affichées à l'écran, à savoir l'industrie, l'énergie et les déchets, la forêt, les transports et les mobilités, la biodiversité et les bâtiments. Cette année, nous compléterons d'ailleurs cette feuille de route avec la prise en compte des volets agriculture et alimentation que nous n'avions pas pu traiter l'année dernière. Et enfin, cette feuille de route régionale que nous avons présentée le 31 janvier dernier à Lyon, elle comprend aussi des chantiers transversaux, et vous êtes nombreux à vous être mobilisés ce matin dans ce cadre, notamment des chantiers transversaux sur le volet emploi, formation, compétences, mais aussi sur le volet financement de la transition écologique. Enfin, et c'était le souhait de la préfète de région Fabienne Bussiot, ces travaux conduits au cours de l'année 2024 sur le volet atténuation et préservation des ressources ont été conduits à la fois à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle des 12 départements et ont donné lieu à des cahiers départementaux. L'ensemble de ces documents est consultable sur le site internet de la préfecture de région.
Cette année, il convient de déployer le volet adaptation. Ce dernier s'inscrit dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique promu par le gouvernement et présenté le 10 mars 2025. Ce dernier, qui comprend 52 mesures avec un objectif de court terme d'actions concrètes réalisables d'ici le 1er janvier 2030, repose sur 4 principes. Le premier de ces principes, et il est clairement d'actualité au regard des enjeux que nous allons traiter ce matin dans le cadre de ce webinaire, concerne les populations et les territoires les plus vulnérables au changement climatique. L'objectif de ce PNAC, ce plan national d'adaptation au changement climatique, est aussi de privilégier des actions à co-bénéfice, des actions qui permettent effectivement de rendre des services écosystémiques, des services en lien avec les solutions fondées sur la nature et des co-bénéfices, y compris avec les actions en matière d'atténuation et de préservation des ressources. Enfin, ce PNAC, il s'appuie aussi sur différentes temporalités. La temporalité du 1er janvier 2030, comme je vous l'ai dit, 1650 jours pour des mesures d'urgence qu'il nous faut mettre en place dès les prochains mois, dès les prochaines années, mais aussi des temporalités plus longues à 2050 et à 2100, puisque ce PNAC s'appuie de manière systématique pour les 52 mesures qu'il met en avant sur la prise en compte des climats futurs que Météo France va vous présenter juste après. Ces climats futurs, ils reposent sur la trajectoire d'adaptation au changement climatique. Cette trajectoire, pour rappel, elle a été validée par la France. C'est une trajectoire de consensus basée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés à la fois par des organismes de recherche français mais aussi étrangers. Et cette trajectoire d'adaptation au changement climatique, elle fixe d'ici 2100 un scénario moyen d'augmentation de la température sur la planète à hauteur de plus 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais pour la France, c'est déjà plus 4 degrés d'ici 2100. Et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement touchée par les effets du changement climatique, c'est même 4,3 degrés en plus par rapport à la température moyenne actuelle. Et même dans certains départements, je pense notamment à l'Ain ou à la Drôme, on est plutôt sur 4,6 degrés en plus. Pour rappel, hein, l'objectif c'était de ne pas dépasser d'ici 2030 à l'échelle de la planète 1,5 degré. Alors vous le savez, et des annonces ont eu lieu récemment à ce sujet. Nous n'arriverons sans doute pas à tenir cet objectif. Donc clairement, cette trajectoire, c'est une trajectoire qu'on peut qualifier de à minima. Et cela conforte effectivement l'intérêt d'agir à la fois sur ce volet adaptation au changement climatique, mais comme je vous l'ai dit, de manière systémique et très intriquée avec le volet atténuation et préservation des ressources. Alors si on zoome désormais sur ce plan national d'adaptation au changement climatique, ce dernier comprend 5 axes. Le premier des axes que nous allons traiter ce matin dans le cadre du webinaire concerne la protection des populations. La santé est un bien commun et il nous faut agir pour protéger toutes les populations, les plus vulnérables en particulier, les populations avec les moyens financiers aussi les moins importants, pour agir très concrètement à travers des actions que nous allons pouvoir déployer à l'échelle régionale. Et c'est notamment l'objectif du webinaire que nous organisons ce matin avec l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et dans le cadre de l'articulation avec le plan régional santé-environnement. Mais ce programme national d'adaptation au changement climatique, il comprend aussi 4 autres axes majeurs qui donneront lieu à des groupes de travail régionaux. Un premier sur la résilience des territoires, notamment en matière d'aménagement et plus spécifiquement en matière d'infrastructure. Les voiries, le réseau ferroviaire, les canaux sont très fortement impactés par les effets du changement climatique. C'est très vrai dans notre région. On a de nombreuses infrastructures qui sont déjà menacées et qui entraînent notamment des surcoûts très importants pour les maîtres d'ouvrage en charge de l'exploitation de ces infrastructures. Troisième axe important du plan national d'adaptation au changement climatique, la résilience économique et l'enjeu de souveraineté du pays. Il ne faut pas opposer notre capacité à agir en matière de transition écologique et notre capacité à réindustrialiser, à protéger nos entreprises et à nous assurer aussi de conserver une souveraineté forte pour être moins dépendants aussi des exportations des importations issues de pays parfois éloignés de la France, ce qui engendre des émissions carbone très importantes. Le quatrième axe concerne la protection du patrimoine naturel et culturel, et nous allons notamment travailler avec la Direction régionale aux affaires culturelles pour effectivement engager un travail spécifique sur ce volet-là. Enfin, le dernier axe, et il est commun à tous les travaux de la COP, vise à mobiliser l'ensemble des acteurs pour ensemble construire la feuille de route en matière d'adaptation au changement climatique. On peut avancer un petit peu du coup. Alors, si on fait un zoom sur le volet santé,
Le plan national d'adaptation au changement climatique, il met en avant effectivement l'ensemble des effets directs et indirects que le changement climatique provoque sur la santé. Chaque année, plus de 30 000 morts sont directement imputables aux effets de la chaleur en France. Et vous le savez, plusieurs milliers de morts aussi, malheureusement, sont directement liées à la mauvaise qualité de l'air à l'échelle nationale et aussi dans notre région. Pour cela, le plan national d'adaptation au changement climatique, parmi les 52 mesures qu'il met en avant, met directement l'accent sur 3 mesures directement en lien avec la santé. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, concerne la protection des personnes vulnérables face à la chaleur. On peut penser bien évidemment aux jeunes enfants, aux personnes âgées, mais aussi plus globalement à toutes les personnes qui sont directement impactées par les effets de la chaleur. On le mesure, comme l'a dit Madame Courrèges, la directrice générale de l'ARS tout à l'heure, cette semaine, les effets notamment sur les travailleurs qui sont directement exposés aux effets des canicules à répétition. Le deuxième champ de mesure concerne, et c'est très important, la protection de notre système de santé. Vous êtes nombreux ce matin, vous êtes mobilisés à travailler dans ce système de santé à l'échelle régionale, à l'échelle des territoires. Il est très important de protéger ce système de santé, y compris bien évidemment les équipements vitaux. Et le protéger signifie notamment mettre en défense un certain nombre d'équipements particulièrement soumis au risque d'inondation, par exemple, qui sera de plus en plus important en lien avec les effets du changement climatique. Enfin, la troisième série de mesures concerne le volet connaissance, information, capacitation envers les publics pour mieux les sensibiliser aux effets du changement climatique et notamment aux effets directement en lien avec la santé. On peut penser ici notamment aux espèces exotiques envahissantes, au développement des zoonoses, Madame la directrice générale en a parlé, mais aussi à la sensibilisation de l'ensemble des professionnels de santé au changement climatique. Alors, les travaux que nous allons réaliser ce matin s'inscrivent dans le cadre de la conférence des parties. Cette conférence des parties, il s'agit d'une méthodologie commune à toutes les régions françaises. Elle va se déployer en 2025 dans le cadre des départements et dans le cadre de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme je vous l'ai indiqué, cette conférence des parties s'appuie à la fois sur les travaux du plan national d'adaptation au changement climatique et de la trajectoire d'adaptation, la TRAC. Des cartographies vous seront présentées, notamment dans les COP départementales pour lesquelles vous êtes invités à participer. Ces COP ont démarré il y a maintenant quelques jours. Elles ont lieu dans chacun des départements de la région et la majorité de ces réunions sera organisée d'ici le 15 septembre. La majorité des réunions a d'ailleurs lieu dans les prochains jours. Ces réunions permettent de mettre en débat l'ensemble des actions et l'ensemble des vulnérabilités à l'échelle régionale et à l'échelle départementale et permettent d'identifier des priorités d'adaptation. Des priorités à l'échelle de nos 12 départements. Bien évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes en matière d'adaptation au changement climatique dans la Drôme, dans le Cantal, dans le Rhône, en Haute-Savoie, mais aussi des priorités à l'échelle régionale. L'ensemble de ces réunions et l'ensemble des dates de ces réunions, sera mis en ligne sur le site de la préfecture de région et vous pouvez déjà les retrouver sur le compte LinkedIn de la préfecture de région. Nous les mettrons aussi en visibilité dans le chat ce matin. Enfin, ces travaux, comme je vous l'ai dit, ils sont conduits simultanément à l'échelle départementale et à l'échelle régionale. On va vous donner quelques éléments de planning. Les réunions régionales se déroulent donc à partir de ce matin et jusqu'au 15 juillet et elles seront complétées par un webinaire qui sera organisé à la rentrée prochaine, d'ici l'automne, qui permettra de faire une synthèse de l'ensemble des priorités qui seront remontées dans le cadre des groupes de travail régionaux. Ces groupes de travail portent sur la santé ce matin, sur les infrastructures, sur le bâtiment, sur l'industrie et sur l'agriculture et l'alimentation. Et en parallèle, les travaux de COP départementales ont lieu en ce moment dans les 12 départements et seront complétés, donc c'est la deuxième étape sur la frise en bas, par une deuxième série de réunions qui aura lieu entre le mois de septembre et le mois de novembre. Donc les premières réunions, bien évidemment, vous êtes invités à y participer d'ores et déjà, et vous serez à nouveau mobilisés à l'automne pour identifier cette fois les actions prioritaires qui permettront de consolider d'ici la fin d'année la feuille de route régionale d'adaptation au changement climatique et à nouveau 12 cahiers départementaux qui viendront compléter la feuille de route atténuation et préservation des ressources pour avoir un document cadre complet à l'échelle régionale qui nous permettra d'avoir un cap d'ici le 1er janvier 2030. Nous avons besoin de votre mobilisation à toutes et tous. Il y a 1650 jours devant nous. Je compte sur votre mobilisation. Merci pour vos travaux ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Lahaye, et merci, Madame Courrèges, pour ces propos introductifs qui présentent bien le cadre de nos travaux.
Pour poursuivre sur des éléments de contexte, nous allons passer la parole à David Marchal. Monsieur Marchal, vous êtes référent territorial Météo France à Clermont-Ferrand et vous allez nous présenter des repères scientifiques très utiles pour comprendre les projections relatives aux évolutions du climat en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vous propose un rapide panorama de l'évolution prévue du climat à l'échelle régionale, hein. Nous allons focaliser essentiellement sur l'horizon TRAC 2050, avec une France donc à plus 2,1 degrés par rapport à la référence des projections modélisées, hein, basées sur la période 1976-2005, ou 2,7 degrés par rapport à 1900. Sur le graphique de gauche, vous pouvez voir une représentation des trajectoires prévues entre 1976 et 2100. Le réchauffement observé entre le début du XXe siècle, la période de référence, qui est ici en gris, était de plus 0,6 degrés. Et la trajectoire prévue de la traque est marquée par les différentes croix étoilées que vous pouvez voir. La traque 2030 à plus 1,4 degré en jaune, la traque 2050 à plus 2,1 degré en orange, et la traque 2100 en rouge à plus 3,4 degrés. On peut constater donc que la trajectoire de la traque, au moins jusqu'en 2050, suit la trajectoire du scénario le plus pessimiste en panache rouge. Pour nous situer sur cette trajectoire, j'ai également placé avec une petite étoile rose le réchauffement anthropique moyen estimé sur les 10 dernières années autour de 2020. Il est de plus 1,2 degré, tout proche donc de la traque 2030. Et enfin, avec une petite marque rouge un peu au-dessus, on a l'écart observé sur la région pour l'année exceptionnelle de 2022 qui était à plus 2,3 degrés. Pour finir de caractériser cette évolution prévue en termes de température moyenne, j'ai également ajouté sur le graphique de droite ces mêmes chiffres de l'écart à la référence sur Lyon. Et vous pouvez constater que l'année 2022, qui est en brun avec le petit tiret qui part, que sur l'année 2022, que l'année 2022 sera une année normale à l'horizon TRAC 2050 et pourrait être une année parmi les plus froides à l'horizon TRAC 2100. Dans la diapositive suivante, vous pouvez aussi constater à la lecture du tableau du haut que la région Aura s'est réchauffée sur les 10 dernières années un peu plus vite qu'en moyenne nationale, avec plus 0,14 degrés. C'est une des régions qui se réchauffe le plus vite et ce réchauffement est un peu moins marqué sur l'Isère que sur l'Ain, l'Ain étant le département sur lequel le réchauffement est le plus important. Et pour l'évolution prévue de la traque, le réchauffement sur la région devrait être supérieur de 0,2 degrés en moyenne par rapport au réchauffement sur la France. Et ce réchauffement, comme on peut le voir sur le tableau, est relativement homogène sur la région. Il varie de plus 2,2 degrés sur l'Allier à plus de 35 degrés sur la Haute-Savoie. Cette augmentation de la température moyenne se retrouve sur la diapositive suivante de manière un peu plus significative avec certains indicateurs météorologiques qu'on utilise régulièrement. Si l'on prend par exemple le nombre moyen de jours très chauds, c'est-à-dire avec une température maximale qui dépasse 35 degrés, ces journées très chaudes dans le climat de période de référence étaient relativement rares, hein, généralement compris entre 1 à 2 jours par an en moyenne. Par exemple, sur la carte de droite, vous pouvez lire que sur Lyon, il a bien en moyenne 2 jours très chauds dans le climat de référence, c'est le chiffre en noir, qu'il devrait en avoir au moins 4 fois plus si on suit la valeur médiane des projections, le chiffre en violet. Et ce nombre moyen de journées très chaudes pourrait même dépasser 10 jours sur de nombreuses agglomérations de la région, si l'on se réfère au maximum de l'ensemble des modèles. Si l'on s'intéresse maintenant aux nuits chaudes ou aux nuits dites tropicales, voilà, merci. Avec une température minimale qui ne descend donc pas en dessous de 20 degrés, on peut voir que l'évolution peut être encore plus impressionnante. Ces nuits relativement rares au siècle dernier ont déjà au moins doublé sur le début de ce siècle et devraient encore au moins doubler jusqu'à l'horizon TRAC 2050. Si bien que sur des zones les plus chaudes de la région, comme par exemple la Drôme-Ardèche provençale ou encore même l'agglomération lyonnaise, ces nuits tropicales deviendront la norme en été à l'horizon de la traque 2050. Alors, on l'a vu, ces deux indicateurs en forte augmentation, même s'ils ne définissent pas exactement, c'est plus compliqué que ça, l'apparition des vagues de chaleur, ils peuvent donner une idée assez précise de la multiplication à venir de ces vagues. Ainsi, à l'horizon TRAC 2050,
ces vagues de chaleur devaient être multipliées par au moins 5, d'un degré au moins 5, et on atteindra un facteur 10 à l'horizon TRAC 2100. Et ces vagues de chaleur, elles seront bien plus nombreuses, également plus longues, plus intenses et plus sévères, comme on peut le voir sur le graphique à bulles de la diapositive suivante. Voilà, sur ce graphique à gauche sont représentées en gris les vagues de chaleur passées à l'échelle nationale. La bulle grise la plus à droite et en haut représente 2003. En beige, vous avez les vagues prévues à l'horizon TRAC 2050 et en rouge, celles qui sont prévues à l'horizon TRAC 2100. Et sur ce graphique, la durée de la vague est portée sur l'axe des abscisses, hein. L'intensité qui est déterminée par la valeur de la température moyenne sur la journée la plus chaude de la vague est en ordonnée. Et enfin, la sévérité est indiquée par la surface de la bulle. Ces vagues de chaleur à l'horizon 2050 pourraient donc se produire de début juin jusqu'à mi-septembre et à l'horizon 2100 de mi-mai jusqu'à fin septembre. J'ai souhaité également partager sur la diapositive suivante avec vous le travail qu'avaient réalisé des élèves de master de sciences de l'atmosphère de Clermont-Ferrand. Je leur avais demandé de réaliser ces mêmes graphiques à bulles, non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale. Et sur ce premier graphique, on peut voir les vagues de chaleur observées avec 2 fois plus de vagues de chaleur sur Clermont-Ferrand entre 2000 et 2023 qu'entre 1947 et 2000. Et si l'on ajoute en changeant un peu d'échelle et en passant rapidement aux diapositives suivantes, voilà, on peut encore passer à la diapositive suivante. Ah oui, en passant rapidement à la diapositive suivante, on voit que les vagues prévues, si on se place à l'échelle locale, ces vagues de chaleur devraient être encore plus nombreuses, mais également plus intenses, c'est-à-dire avec un pic plus marqué, hein, sur l'échelle des ordonnées. Vous pouvez observer que certaines vagues de chaleur pourraient se rapprocher d'un pic à 38 degrés en température moyenne sur la journée sur Clermont-Ferrand. Or, si on calcule bien, pour atteindre cette valeur, il faut par exemple une température minimale de 28 degrés et une température maximale de 48 degrés. Si l'évolution des températures est bien marquée, il n'en est pas de même pour les évolutions des précipitations. On observe de manière générale pas vraiment de tendance significative en cumul annuel ni en cumul saisonnier, et les tendances prévues sur ces mêmes cumuls annuels restent incertaines. Par contre, il est prévu une assez nette augmentation des cumuls hivernaux, environ 20 à 30% à l'horizon de la TRAC 2050 en moyenne sur la région. Mais je pense que c'est surtout l'intensité maximale quotidienne des précipitations, c'est-à-dire en sorte la valeur des pluies les plus fortes sur une journée, qui pourrait également augmenter et poser le plus de difficultés. Si l'on suit la médiane des projections, cette intensité pourrait augmenter sur de nombreux endroits de la région de 10 à 15%, voire 20%. Or, 15% d'augmentation, cela correspond au passage d'un événement avec une durée de retour 2 ans à une durée de retour 5 ans, ou encore le passage d'une durée de retour 10 ans à une durée de retour 20 ans. Euh, Même si ces cumuls de précipitations annuelles ne varient pas, avec l'augmentation de l'évapotranspiration, qui est entraînée évidemment par le réchauffement, l'humidité moyenne des sols a déjà bien baissé, et il est prévu en moyenne une augmentation d'environ 1 mois du nombre de jours secs entre la période de référence et l'horizon TRAC 2050. Et ce nombre pourrait atteindre localement une augmentation de près de 2 mois si l'on suit le scénario un peu plus pessimiste. On pourrait aller jusqu'à quasiment 6 mois de jours secs, hein, sur le nord-ouest de l'Allier, par exemple, en période la plus pessimiste. D'ailleurs, pour caractériser cette évolution, on a l'habitude de dire que les records de sécheresse du passé seront les normales du futur. On peut terminer avec un dernier indicateur, celui de la sensibilité feu météo, appelé IFM. Lorsque cette IFM dépasse la valeur de 40, on dit qu'il y a une sensibilité élevée, et ce seuil est surtout, hein, pertinent actuellement pour les régions du sud. Mais à l'horizon TRAC 2050, cette sensibilité devrait doubler sur les zones de la région actuellement les plus soumises au risque, hein, en gros autour de la vallée du Rhône. Et ce niveau de sensibilité va apparaître sur de nombreuses zones qui ne sont pas encore touchées. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez quelques valeurs de référence sur ce dernier graphique. Merci Merci. beaucoup, Monsieur Marchal, pour cette présentation synthétique de chiffres clés très concrets qui mettent en évidence la nécessité impérative d'agir en faveur de cette adaptation au changement climatique.
Pour compléter et poursuivre vos propos, nous allons passer la parole à Emmanuelle Vessière. Madame Vessière, vous êtes épidémiologiste à la cellule régionale de Santé publique France en Auvergne-Rhône-Alpes et vous allez nous apporter des éléments de cadrage et de repères sur la santé, sur les effets directs et indirects du changement climatique sur cette santé et sur la notion de déterminant de santé. C'est à vous. Merci Estelle et bonjour à toutes et à tous. Alors pour commencer, je voulais simplement rappeler la définition de la santé proposée par l'OMS, qui ne se limite pas à l'absence de maladie ou d'infirmité, mais qui correspond à un état de complet bien-être à la fois physique, mental et social. Sur le schéma d'après, on voit que la santé, c'est la résultante d'un ensemble de facteurs, dont les facteurs socio-économiques qui tiennent une place très importante et derrière lesquels on va retrouver par exemple l'accès à l'éducation, l'accès à l'emploi, le niveau de revenus. Et tout ça, ça va conditionner notamment le fait de pouvoir accéder à un environnement de vie, une qualité de vie plus ou moins agréable. Ça va permettre aussi d'accéder à une alimentation plus saine, à de meilleures conditions de logement. Donc tout ça pour dire que même si on est tous exposés à la chaleur, bien les populations les plus aisées vont pouvoir s'y adapter plus facilement parce qu'elles auront les capacités financières, par exemple, de mieux isoler leur logement ou de pouvoir installer une climatisation à la maison ou une piscine. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on ne peut pas traiter de la question de l'impact sanitaire du changement climatique sans occulter le sujet des inégalités sociales. C'est un sujet important. Alors, quels sont les impacts du changement climatique sur la santé ? Donc, on le sait, hein, les activités humaines engendrent une hausse des températures et donc des bouleversements du climat. Donc, ça va avoir des effets directs et bien documentés lors des épisodes de chaleur. Ensuite, à plus long terme, on s'attend à l'émergence, voire la réémergence de certaines maladies infectieuses. C'est déjà le cas hein, avec les arboviroses. Ensuite, on va avoir un impact sur la ressource en eau, à la fois en termes de quantité et de qualité, et aussi sur la sécurité alimentaire, même si c'est un point que je ne développerai pas ce matin. Ensuite, on a tous les risques associés à la survenue d'événements climatiques extrêmes. On sait que le réchauffement climatique, ça a aussi un impact sur la qualité de l'air. Et enfin, le dernier point, c'est du coup l'altération de la santé mentale, qui est en fait une problématique assez transversale à l'ensemble de ces sujets. Alors, sur les vagues de chaleur, donc dès qu'une vague de chaleur survient, ben, ça se traduit par un effet sanitaire qu'on peut mettre en évidence. Donc, les effets sanitaires, ils sont immédiats et multiples. Donc, il y a vraiment les effets qui sont spécifiques à la chaleur, comme l'hyperthermie, les coups de chaleur, les cas de déshydratation. Donc, ce sont des indicateurs que l'on suit chaque année durant la période estivale. À titre d'exemple, j'ai mis le bilan de l'été 2024, durant lequel la région a subi 2 épisodes de canicule. Et on voit que du coup, ça s'est traduit par un excès de mortalité, 530 décès supplémentaires, environ 2000 passages aux urgences et un peu plus de 1500 hospitalisations. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on surveille. Mais à côté de ça, on sait que ça a d'autres répercussions sur la santé. Notamment, ça peut aggraver certaines maladies chroniques, comme les maladies respiratoires, rénales et cardiovasculaires. Ça a été mis en évidence dans une étude qu'on a conduite au niveau régional, dont j'ai mis les références ici. Et puis, des impacts, par exemple, des effets sur la grossesse, sur la périnatalité. Alors, c'est sûr que l'impact qu'on observe actuellement, il est sans commune mesure avec l'impact de la canicule de 2003, où au niveau national, c'était plus de 15 000 décès en excès qui avaient été enregistrés. Pour autant, on voit ces dernières années une augmentation de cet impact en lien avec le fait qu'on a des vagues de chaleur qui sont de plus en plus précoces, de plus en plus intenses et de plus en plus longues. Et là, typiquement, on est vraiment dans cette situation. Tout le monde est vulnérable à la chaleur, donc je l'ai déjà dit, mais par contre, certaines sous-populations vont l'être encore davantage. On pense en particulier aux personnes âgées, mais aussi aux femmes enceintes, aux nourrissons, aux personnes sans abri et aux travailleurs qui sont exposés aux chaleurs extrêmes lorsqu'ils exercent leur activité à l'extérieur.
Pour les maladies infectieuses, donc on observe ces dernières années une expansion géographique des vecteurs moustiques et tiques associés à l'émergence de maladies infectieuses. Donc là, moi, je vais simplement développer du coup le sujet des arboviroses, qui sont des infections d'origine virale transmises par le moustique tigre. Donc ce moustique tigre, il est arrivé sur notre territoire par les Alpes-Maritimes en 2004. Et on voit que progressivement, il s'est implanté, il a colonisé une vaste partie du territoire parce qu'il a trouvé en France les conditions favorables et propices à son développement. À l'heure actuelle, tous les départements de la région sont colonisés par le moustique tigre à des stades différents. Et donc, le corollaire à ça, c'est qu'on identifie de plus en plus des épisodes de transmission autochtone de ces maladies, Dengue, chikungunya et Zika. Donc, c'est 4 foyers identifiés dans la région depuis 2019, dont un tout récent dont a parlé tout à l'heure Cécile Courrèges dans la Drôme avec de la transmission du chikungunya. Et puis, on voit sur le graphique du bas donc, que le nombre de cas autochtones est en très nette augmentation, notamment depuis 2022. Donc ça, c'est un graphique au niveau national. Et jusqu'à présent, c'est essentiellement des cas de dengue autochtone. Voilà. Et après, on pourrait citer l'exemple d'autres maladies infectieuses qui sont impactées par le changement climatique, comme la légionellose ou la leptospirose, mais c'est 2 exemples parmi beaucoup d'autres. Sur la pollution de l'air, donc on sait qu'il existe une synergie entre les impacts liés à la pollution de l'air et à la chaleur, dans le sens où la chaleur va être considérée comme un facteur aggravant, majorant des impacts liés à la pollution de l'air. On sait également que l'ensoleillement et les températures élevées vont avoir un rôle favorisant dans la formation d'ozone. Alors, ce n'est pas le polluant de l'air qui a le plus fort impact dans la population en termes de mortalité et morbidité. Pour autant, c'est quand même associé à plus de 1000 hospitalisations annuelles dans la région, essentiellement chez les personnes de plus de 65 ans et essentiellement pour des motifs cardiovasculaires. Ensuite, le réchauffement climatique va avoir un effet sur l'allongement des saisons polliniques, l'augmentation de la production et de la quantité de pollen dans l'air. Et ça se traduit aussi par des impacts très visibles sur les cas d'allergie et d'asthme. Et puis enfin, avec les périodes de sécheresse prolongées, on va avoir une augmentation de la probabilité de risque d'incendie, de feux de forêt, avec une illustration là aussi très récente. C'est la reprise des méga-feux au Canada, dont les fumées ont traversé l'océan Atlantique et sont venues dégrader la qualité de l'air chez nous. Donc, vous avez par exemple la photo qui a été prise sur Clermont-Ferrand, mais c'est un épisode qui a bien concerné toute la région et qui a conduit à un épisode de pollution aux particules fines. Sur les ressources en eau, lors de périodes de sécheresse, va se poser de manière assez urgente la question de la disponibilité des ressources en eau. Donc là, j'ai juste mis en illustration une photo du barrage de Nossac tel qu'il était lors de l'été 2022. Alors pourquoi le barrage de Nossac? C'est parce qu'en fait, c'est un barrage qui vient soutenir le débit de l'Allier. L'Allier dans lequel il y a dans la nappe alluviale, il y a des captages donc qui sont utilisés pour la production d'eau potable et donc derrière, ça va impacter directement les départements qui se situent à l'aval. Donc vraiment, durant l'été 2022, la question de la disponibilité de la ressource en eau a vraiment été posée de manière très, très importante et ça n'était pas forcément posé de cette manière les années précédentes. Ensuite, l'augmentation de la température, ça va jouer sur l'augmentation de la température des masses d'eau, avec un risque de détérioration de la qualité de l'eau par le fait que du coup, ça va créer des conditions favorables au développement d'agents pathogènes comme les bactéries, mais aussi les microalgues toxiques, comme on peut le voir sur la photo. Durant les périodes de forte chaleur, forcément, il y a une fréquentation accrue des sites de baignade, qui soient autorisés ou non, avec une augmentation du risque de noyade accidentelle. Et puis, à l'inverse, lorsqu'on est dans une période avec vraiment un excédent d'eau, voire des inondations, du coup, là aussi peuvent
peuvent survenir en fait des problèmes de qualité de l'eau parce qu'on va avoir une qualité d'eau entrante qui sera détériorée par l'arrivée de matières organiques, etc., et possiblement la mise en défaut de traitement. Enfin, sur la santé mentale, donc j'ai dit tout à l'heure que c'était un sujet assez transversal. Donc, ça peut être en lien avec les vagues de chaleur. Donc, on sait que ça peut se traduire par des troubles assez mineurs, troubles du sommeil, irritabilité, agressivité, mais ça peut aller jusqu'à la décompensation de troubles psychiatriques. On a le phénomène d'éco-anxiété qui est de mieux en mieux décrit et qui est très présent dans la jeune génération, qui se traduit par un sentiment de tristesse, un sentiment d'impuissance. Donc, la santé mentale, c'est vraiment un enjeu de santé publique. C'est quelque chose que l'on surveille particulièrement à l'heure actuelle. Donc là, simplement, sur ce graphique, c'est un indicateur que l'on suit. Donc, c'est le nombre de passages aux urgences pour gestes suicidaires. Et on voit que c'est en augmentation ces dernières années et que c'est même supérieur au niveau de 2019, donc avant la pandémie de Covid-19. Donc, bien sûr, c'est multifactoriel, mais on peut penser que l'éco-anxiété chez les jeunes est un facteur explicatif. Ensuite, on a les traumatismes que l'on peut retrouver chez les victimes de catastrophes naturelles. Et puis enfin aussi des troubles psychologiques chez les populations qui subissent les migrations climatiques. Donc, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que les effets sur la santé humaine, ils sont déjà là, ils sont déjà observables. Difficile quand même à appréhender et à chiffrer dans leur globalité parce qu'on voit qu'il peut y avoir des interactions complexes entre tous ces effets et susceptibles de s'amplifier à l'avenir vu la dynamique actuelle. Alors là, j'ai centré sur la santé humaine, mais bien sûr, ça a des répercussions aussi sur la santé des écosystèmes et sur la biodiversité. Donc, il y a vraiment nécessité d'agir dès maintenant en mettant en place des mesures d'adaptation et d'atténuation. Les deux sont indispensables et complémentaires. Et les mesures d'adaptation, on sait qu'elles peuvent être associées à des co-bénéfices sanitaires très importants. Donc, on donne souvent pour exemple les mobilités douces, par exemple en favorisant la marche à pied, l'usage du vélo lorsque c'est possible, bien sûr. Bien, à la fois, on réduit son empreinte carbone et aussi c'est bénéfique pour sa santé parce qu'on pratique une activité physique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Bessières, pour cette présentation très précise des nombreux effets directs et indirects du changement climatique sur la santé.